Grand Prix goes to La Vita Bella Roberto Benigni. J'appelle pas ça voler, j'appelle ça tomber avec panache. You talking to me? Talking to me? Who the fuck do you think you're talking to? À partir d'aujourd'hui, vous ne parlerez que quand on vous parlera. Et les premiers et derniers mots qui sortiront de votre sale gueule, ce sera chef. La punaise, est-ce que c'est bien clair? Monsieur Hainaut, si la connerie n'est pas remboursée par les assurances sociales, vous finirez sur la paille. Mélancolia va passer juste devant nous, et ce sera le plus beau spectacle auquel on puisse assister. The first rule of Fight Club is, you do not talk about Fight Club. You do not talk about Fight Club. You do not talk about Fight Club. Le cinéma nous appartient, saison 1, épisode 16. Hello, I'm here. Hi, I'm Samantha. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans Le Cinéma nous appartient, votre émission de cinéma comme chaque semaine, tous les mercredis sur Radio Campus Montpellier. Ce soir, donc pour m'accompagner autour de la table, j'ai Marina, Johan et Jocelyn. Bonsoir à tous. Bonsoir. Salut. Alors au sommaire de cette émission, on va vous parler de Snow Therapy de Ruben Östlund, Imitation Game de Morten Tildum et Hop de Boris Lochkin. Mais avant de passer au débat, on va passer à la rubrique News. Number one news. And here's making news. I'm Susan Ortega. I'm Evan Baxter, and here's what's making news. Buffalo PD's. I'm Evan Baxter, and here's what's making news. Première news ce soir qu'on va aborder, c'est le prochain film de Woody Allen, donc qui a été annoncé. Il s'appellera Irrational Man et réunira Joaquin Phoenix et Emma Stone. Et selon les premières fuites, l'histoire se déroulera sur un campus universitaire où la relation entre un professeur et son élève va tourner au drame. Un film qui s'avère être un peu plus dans la veine de Match Point au niveau de la filmographie de Woody Allen. Donc voilà, est-ce que c'est une bonne nouvelle de retrouver un Woody Allen peut-être un peu plus dramatique, un peu moins fleur rose et peut-être un peu moins décevant que ces derniers temps, quoi. Sur ce qu'on sait déjà du casting, ça a l'air très bien. Pour ce numéro-là, ce Woody Allen 2015, moi ça me donne envie en tout cas de le voir. Je sais pas quand est-ce qu'il sort, t'as une date déjà ou pas? Je pense que ce sera courant 2016. À 2016? Ouais, je pense. Parce que le tournage va sans doute commencer là en 2015. Donc c'est-à-dire qu'il y en aura déjà un entre-temps en fait qui va sortir cette année je pense que là le tournage va commencer et que du coup... on n'aura pas notre Woody Allen de 2015, c'est ça? Non, je pense pas. Ça c'est la déception pour moi, qui aime tant Woody Allen. Il va tuer son uptime de ça fait 40 ans qu'il fait un film depuis... c'est ça. Tous les ans. En même temps, on avait parlé du projet qu'il avait aussi de série. Il va peut-être aussi travailler là-dessus entre-temps et tout. Donc, il se met aussi à la série? Oui, on avait parlé de ça il y a 2 semaines sur le fait que Amazon Studio lui avait proposé un projet de série et qu'il allait réaliser une série pour cette plateforme. Donc, d'accord. Il a plusieurs projets et je pense qu'on peut attendre Irrational Man vers 2016. Moi de mon côté, j'espère que ce sera un film dans la veine de Match Point, parce que c'est vrai que c'est bien sympathique Blue Jasmine et Magic in the Moonlight, mais c'est vrai qu'on n'avait pas l'impression qu'il y avait la même vivacité qu'auparavant. Pour moi, Woody Allen, c'est Woody Allen, donc ça veut dire que ça va être un bon film, mais ça va être Woody Allen, donc ça ressemblera de toute façon à tous ses autres films, il se renouvelle pas vraiment, donc voilà. Ouais, mais on se rappelle que Match Point était quand même une sorte de trou dans sa filmographie, ça sortait de ce qu'il faisait par Manhattan, Annie Hall ou des choses comme ça, c'était un peu plus dur, on va dire. Quelque part, il en a fait tellement qu'il y a forcément des trous, il y en a souvent même des trous dans sa filmographie, donc peut-être que... Moi j'attends qu'il fasse un film gore. Ou un porno, ils sont tous en train de faire des pornos et des gores en ce moment. Un mélange d'horror porn en fait. Ouais, c'est ça. Là où je sais pas.
Johan, sur le projet de Woody Allen Moi, je suis pas du tout Woody Allen, alors forcément, j'attends pas ça comme quelque chose d'exceptionnel et vraiment. Mais tu es peut-être Joaquin Phoenix, je sais pas. un peu plus, mais vraiment, le Woody Allen annuel, c'est vraiment. Généralement, je vais pas les voir, tous les derniers, là, j'ai pas. Donc, je préfère pas me prononcer. Et donc, Emma Stone aussi, hein, la muse, qui est en train de devenir, enfin. J'ai l'impression que c'est un peu la nouvelle muse de Woody Allen, Emma Stone. Ça fait deux films là qu'il utilise, c'est ça ? Ouais. Oui, il me semble que Magic in the Moonlight c'était le premier. Et voilà. Pourquoi pas, très bonne actrice aussi. Hein. Ouais. Bah, comme les autres, elle va en faire 2-3, puis elle va tourner ailleurs après. Je sais pas, peut-être qu'elle va s'inscrire dans un vrai projet avec lui, je sais pas. Jusqu'à la mort. Jusqu'à la mort. C'est une actrice qui tous les ans en plus. C'est une actrice qui a l'air de faire en tout cas des choix de carrière assez sympas ces derniers temps. J'ai l'impression là, il y a Birdman aussi qui va sortir très prochainement, qui me donne très envie moi depuis quelques temps. Et elle joue dedans du coup. Ouais. Ah ouais, ok. Elle joue la fille, il me semble de j'ai perdu le nom de l'acteur. Celui qui joue Batman, Michael Keaton, voilà. Ah oui. Et donc voilà. En tout cas, elle a des choix de carrière assez intéressants. Donc voilà pour Woody Allen. La deuxième news, alors là je sais pas s'il y aura beaucoup de réactions à ce niveau-là, puisque de toute façon le film n'est pas encore sorti en France. C'est le Grand Prix du Festival de Sundance qui a été attribué au film Me and Her and the Dying Girl, un drame sur le cancer et les adolescents. Le film est le deuxième du réalisateur mexicain Alfonso Gomez Rejon. Je sais pas s'il y en a qui connaissent ce réalisateur. Ça a l'air d'être pas du tout une sorte de débutant. Je ne sais pas qui est-ce. Hein. Après, tu peux nous faire sa filmo peut-être vite fait. Je connaissais pas du tout le film qui était vraiment c'est tout nouveau pour moi. Après la news était plutôt sur le festival de Sundance. On sait que c'est un festival qui donne lieu à des succès. Là, on a, même si apparemment parmi nous personne n'a vu Whiplash. Là, non, je l'ai pas encore. Mais il a eu Grand Prix l'an dernier au festival de Sundance et ça a été aussi une des réussites de cette année cinématographique. Donc, est-ce que maintenant Sundance ça s'inscrit vraiment comme le festival qui est gage de bons films, même si ça reste du cinéma indépendant. Je sais pas, c'est le festival du film indépendant américain. Après, voilà, c'est un festival parmi tant d'autres pour moi, donc je sais pas si réellement c'est un. Je sais pas, n'ayant pas vu Whiplash, je ne peux pas te dire, moi, pour ma part. Pas plus de commentaires. Bon, on va dire que c'était une news simplement pour. Une news qui ne sert à rien. Simplement pour annoncer que le festival de Sundance a eu lieu. Je sais pas si tout le monde était au courant et que voilà. Donc on attendra. C'est pas un festival qui est. Enfin, c'est un festival qui est connu, mais je suis pas sûr que ça soit un festival qui est très attendu justement. Non, c'est du vrai. Public. Puisque en Europe, qui est peut-être pas non plus non, très il est populaire. pas très populaire, je pense pas. Quand ça sera Cannes, on aura plus de succès, je pense. Hop, suivante. Donc voilà, on verra ce que vaut ce Me and Her and the Dying Girl qui sortira, je pense, bientôt en France. Mais pour Sundance, il y avait aussi un film qui a donné lieu à pas mal d'articles en fait. C'est un documentaire sur le porno justement. Ah oui. Qui s'appelait Hot Girls Wanted en fait, sur ces jeunes filles de 18-19 ans là qui à la sortie du lycée vont quémander pour avoir un rôle dans un film porno en fait, qui ont des carrières dégueulasses qui durent pas plus de 6 mois et qui se retrouvent pour financer leurs études, non c'est financer leurs études, trouver du travail en fait, et c'est devenu un mode de rémunération normal en fait, et du coup des carrières très 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 courtes, 6 mois max, parce que c'est un milieu dans lequel il faut renouveler la demande, le produit, et apparemment le documentaire a pas mal séduit en fait le public de Sundance cette année. Séduit ou en tout cas fait réagir. Séduit parce que polémique, hein. Ouais, voilà. Parce que très polémique. Et il sort quand en France je la date. Tu nous diras tout à l'heure comme ça. Donc on va passer à quelque chose qu'on attend depuis des semaines, puisque ça avait un peu disparu des ondes. C'est la chronique série. Alors une chronique série présentée par Jocelyn, mais sur laquelle je pense Marina, l'autre spécialiste série d'émission, bien sûr, évidemment, va pouvoir réagir. C'est sûr, c'est évident. Et Jocelyn et moi ayant en plus les mêmes affinités en termes de série. On partage la vedette ce soir. Voilà, c'est bien. Et donc la série que vous allez nous présenter, c'est The Leftovers, une série produite encore et toujours, j'ai envie de dire, par HBO. HBO, voilà, qui revient. Alors en fait, en 2014, ils ont dû faire plus ou moins le deuil de 2 séries, voire d'autres importantes sur leur programme, sur leur grille de programme. C'était True Blood et Boardwalk Empire. Et ils sont arrivés avec 2 poids lourds. Ils nous ont présenté True Detective.
Et ils nous ont présenté donc The Leftovers, qui en anglais veut dire ceux qui sont restés, ceux qui restent en fait. Voilà. Les survivants. Les survivants aussi. Mais c'est vraiment ceux qui restent. En fait, le pitch, c'est quoi ? Ça se passe 3 ans après que 2% de la population ait disparu d'une minute à l'autre de la surface de la planète. Et on se place donc 3 ans après dans un village, enfin dans on va dire une ville moyenne des États-Unis. Oui, ça n'existe pas les villages aux États-Unis. D'accord. Oui, mais en plus de ça, c'est quand même assez gros en fait. Hein, donc c'est dans cette ville-là qui il me semble qu'elle n'est pas nommée. Il n'y a pas de nom spécialement, mais c'est une ville moyenne. Et on suit l'évolution des personnages et on voit l'impact en fait qu'a eu cet événement, qui en réalité a changé totalement, a tout changé dans la vie de ces gens en fait. Et alors moi j'ai 2 questions à ce niveau, peut-être tu pourras me répondre. Moi j'ai cru voir que c'était un des producteurs de Lost qui s'occupait de cette série. C'est Damon Lindelof. Et puis savoir quelle répercussion ça a eu aux États-Unis. Est-ce que ça a fait de l'audience ? Est-ce que ça a été une pure réussite ? Écoute, moi c'est une série dont j'avais pas mal entendu parler finalement, alors qu'elle n'a que 6 mois. Et je pense que dans la mesure où c'est produit par HBO, à mon avis ça a fait parler effectivement. Après, je sais pas s'il y a des débats à la télé pour savoir s'il faut continuer ou pas cette série. Non, mais bon, c'est HBO en général, c'est un peu... Enfin, il y a le label derrière qualité, donc HBO en général, les gens... mais c'est aussi une chaîne qui peut se permettre de proposer un petit peu tout et n'importe quoi, dirais-je, en termes de série télé. Et il n'y a pas réellement débat, mis à part quand c'est une série qui est piratée ou téléchargée et que ça fait du buzz sur Internet. Leftovers, ça n'a pas tant fait parler d'elle, en fait. Parce qu'il y a eu True Detective aussi, je pense que True Detective a vraiment fait de l'ombre. Mais faut savoir aussi, c'est basé sur un livre à la base, qui est donc basé sur la même idée. 2% des gens disparaissent comme ça d'une seconde à l'autre. Et alors faut savoir un truc, parce que je l'ai pas mentionné, et quand on n'a pas vu la série, mais ça se centre sur les personnages qui sont donc restés sur Terre, et on ne sait pas du tout ce qui est arrivé en fait aux personnes qui ont disparu, aux 2%, qui fait je sais plus combien ça fait, mais 150 millions je crois de personnes qui ont disparu sur la planète. Et ça, en réalité ça s'intéresse plus particulièrement aux réactions, finalement à la psychologie des personnages, à l'impact que ça peut avoir sur le mental finalement d'avoir ce genre d'événement surnaturel qui parvient comme ça dans la vie. Il y a un personnage principal, ou en tout cas des personnages principaux, où ça reste quand même assez multi... alors c'est Kevin Garvey, je crois, c'est ça son nom. Alors c'est Justin Leroux, c'est comme ça il s'appelle. L'acteur. L'acteur. Après je me souviens plus du tout de son nom. Parce que moi j'ai regardé cette série il y a un petit moment, mon grand. Donc voilà. Quand tu m'as envoyé un SMS la dernière fois en me disant ouh, tu connais cette série, j'ai fait non mais t'es un peu en retard mec. Hein. Je m'en gardais parce que là il y en a tellement qui sortent en ce moment. Non, mais c'est je pense qu'on va avoir des rubriques séries pour toute l'année. C'est ça. Tout dépend de la qualité après. Est-ce que celle-là elle sort vraiment du lot aussi ? Oui, c'est quand même un sujet, c'est un concept original, quoi. C'est quelque chose que je pense nos auditeurs ça va les marquer, parce que c'est pas non plus une série policière, c'est pas les séries auxquelles on est habitué. Et en plus de ça, c'est un traitement qui est assez surprenant, moi j'ai trouvé, parce que ils auraient pu faire à peu près tout et n'importe quoi à partir de ce concept de base. Ils en ont fait quelque chose de très réussi en fait, parce que très bien manié, très intelligent, et professionnellement je veux dire au niveau de la cinématographie c'est très convaincant pour un programme télé. Donc voilà, à mon avis, pour moi c'est un blockbuster en puissance. C'est une série qui est encore à sa saison pilote, la première saison, mais qui sera sans doute, qui prendra de l'ampleur avec le temps, quoi. Surtout cette série, c'est l'art d'en fait attendre quelque chose. Oui. T'es dans l'attente constante qu'il se passe quelque chose, et il se passe rien et tu restes fasciné. Et c'est l'attente qui devient fascinante en fait, parce que tu attends des nouvelles de ces gens que tu sais pas où est-ce qu'ils sont, et finalement t'as le regard en fait, eux ne sont plus là mais il reste des gens, et que se passe-t-il quand on cherche un absent?
Voilà, c'est ça, il y a une dimension métaphysique un peu dans cette série, belle, un peu parfois même onirique. Il y a des séquences où il y a les personnages qui pètent un câble totalement, qui voient des cerfs qui bougent, enfin bref, et c'est totalement fou, quoi. Vous pouvez aller regarder le générique de la série sur YouTube et vous verrez un peu la patte, un peu, notamment au niveau de la musique qu'il y a dans cette série. C'est aussi, en fait, comme ça, c'est un gars qui a produit Lost, donc on se dit, mais tiens, il a produit Lost, est-ce que ça va ressembler à Lost? Et je trouve ça intéressant parce que Lost, c'était des gens qui avaient disparu sur une planète, rien à voir, je suis encore ailleurs. Sur une île. Et justement, ça pourrait être le négatif, en fait, de Lost, finalement. On a des gens qui ont disparu, et que se passe-t-il quand on est d'une famille de quelqu'un qui a disparu? Voilà, et je pense qu'il doit y avoir un petit symbolisme. Moi, je l'ai vu comme ça, parce que c'est aussi un moment. Enfin, on arrive dans cette série, c'est tous les ans une commémoration en l'honneur des gens qui ont disparu. Donc il faut ne pas oublier qu'il y a des gens qui ont disparu. Moi, ça m'a un petit peu fait penser à tous ces soldats qui partent faire la guerre un petit peu partout. Donc je pense que c'est encore une sorte de traumatisme américain de ces soldats qui ne sont jamais revenus. Donc je pense que ça peut être ça. Bon, j'attends la saison 2 pour spéculer encore un petit peu, mais voilà. Parce que dans cet effet un peu d'attente, de jouer sur le mystère de qu'est-ce qui se passe vraiment, ça me rappelle un peu ce qu'avait tenté Under the Dome, mais de façon totalement ratée et ridicule, là, pour le coup, dans Under the Dome. Cette espèce de globe qui tombait de je ne sais où, qui isolait. J'ai eu que des mauvais... Je n'ai pas encore regardé cette série parce que je voulais justement regarder le premier épisode pour se rendre compte. Je voulais lire les livres avant, donc je n'ai pas lu, je n'ai pas encore... Pourtant, le mec qui est derrière, c'est Brian K. Vaughan, je crois. Le mec qui est derrière, c'est il écrit des comics qui sont super intéressants, et notamment Y, le dernier homme, qui est très très intéressant. Donc moi je pensais que ça allait être une très bonne série, et on m'en a dit que du mauvais. Donc j'ai dit quand j'aurai le temps, quand j'aurai du temps à perdre, un jour je me mettrai à cette série. C'est ridicule au plus, moi c'est l'écho que j'avais, enfin c'est ce que j'ai vu sur le premier épisode, et puis dans la continuité, c'est peut-être le concept même, peut-être que Stephen King des fois c'est un peu bidon ce qu'il fait. Oui, c'est vrai que c'est pas toujours de bonne qualité aussi. Du coup, pour en revenir à The Leftovers, il y a une sortie française prévue sur une chaîne, non? J'imagine que c'est OCS, parce que donc OCS détient les droits de première diffusion avec HBO, ils sont en contrat, donc à mon avis ça passe sur OCS, mais qui au jour d'aujourd'hui a OCS? Grande question. C'est vrai qu'il faut se permettre de pouvoir s'abonner à ce genre voilà, alors quand on sait qu'on peut trouver sur internet, il y a la grande chaîne Pirate Bay qui marche bien, qui revient, qui repart, qui revient, qui repart. Ça, c'est un peu notre conseil de la semaine, ça. Pirate Bay qui revient. Ça devient presque un conseil cinéma, quoi. Donc voilà pour The Leftovers. Donc, on va se faire défoncer. On va se faire choper par Adopi. Ils vont dire le cinéma nous appartient. Non, mais vous les coupez direct. On les veut plus. J'entends le FBI qui arrive. Voilà, c'est pour nous. On fait l'apologie de la fraude sur Internet. Ça va être problématique. Non, Pirate Bay, c'est un site de costumes en ligne, c'est ça? De pirates. De pirates, ouais. Faut que ça, les mecs. Sur une baie. Donc voilà pour The Leftovers, donc conseillé par Jocelyn et Marina. Et donc on va faire une petite pause musicale en écoutant l'été, extrait des 4 saisons. Alors j'ai mis l'été presto parce que c'est très comment dire, très vif en fait, et donc une musique qui revient assez régulièrement dans Snow Therapy, le film qu'on va vous présenter juste après cette pause musicale. Donc voilà, Vivaldi, l'été, extrait des 4 saisons. Donc pour vous parler de Snow Therapy, le premier film dont on va parler dans la partie débat. I like the way you die, boy. Rambo, he is a Freeman. If I don't shake your hand, what kind of doctor? I count 2 guns, nigga. Snow Therapy, film de Ruben Östlund, j'espère que je le prononce bien, réalisateur suédois. Probablement pas, mais c'est pas grave. Oui, de toute façon, je pense qu'il nous écoute pas. D'ailleurs, le O avec des trémas au-dessus, je dirais plutôt que ça se prononce Östlund, mais je ne suis pas spécialiste des pays scandinaves. Donc voilà, film donc suédois qui est reparti de la croisette avec le Grand Prix Un certain regard, donc au Festival de Cannes en 2014.
que raconte ce film? Alors tout simplement, c'est un couple suédois, donc Thomas et Ebba, qui arrivent avec leurs 2 enfants dans une station de ski française. On va suivre leur séjour donc de manière comment dire, comme un calendrier. En fait, on va suivre jour après jour leur séjour au ski dans les Alpes françaises, et lors du 2e jour, lorsqu'ils sont en train de déjeuner dans un restaurant d'altitude, une avalanche que Thomas pense contrôler finalement dévale sur le restaurant, et le premier réflexe du père est de prendre son iPhone et de fuir, laissant ainsi la mère protéger ses enfants et prendre l'avalanche de plein fouet. Et c'est de là que démarre ce film assez intriguant, et voilà, comment réagir face à une avalanche qui tombe en face de nous, et quel problème peut entraîner cette avalanche au sein du couple et de la famille. Une problématique donc plutôt marrante aux premiers abords, et puis finalement pas si marrante que ça. Je sais pas ce que t'en penses, Johan, de ce film. Non, pas si marrante que ça, c'est sûr. C'est que ce qui est marrant, c'est qu'à partir de ce petit événement, en fait, du coup, les diverses interprétations qu'il va y en avoir, à partir de là, ça va révéler quelque chose de plus profond dans le malaise qu'il y a entre dans le couple. C'est-à-dire que c'est une petite famille, je sais pas, on peut dire bourgeoise, suédoise, là, aisée, qui vient en vacances dans un hôtel de luxe, qui ont tout pour être heureux. Ils font un break de 5 jours parce qu'apparemment le mari travaille pas mal, ils sont là pour se retrouver, et finalement cet événement anodin, la fuite du père qui laisse sa mère avec ses 2 enfants en proie avec une avalanche, du coup va donner lieu à ces interprétations, et à partir de là on va voir, comme je disais, quelque chose de plus profond qui va être sondé par le réalisateur, et de façon tout à fait intéressante cinématographiquement, parce que c'est ne serait-ce que par l'usage de la musique qu'on a écoutée, en fait, oui, qui revient comme ce leitmotiv. Le leitmotiv, c'est ça, une ritournelle qui revient, mais de façon utilisée très courte. À chaque fois, ça dure 10 secondes, et c'est une espèce d'un pic d'intensité à chaque fois que ça arrive. On comprend pas pourquoi au départ, parce que ça intervient avant l'événement avalanche. Et ensuite, je sais pas, c'était effrayant, saisissant. J'ai jamais été aussi dans une position malsaine au cinéma. Il y a quelque chose. C'est exactement ça, en fait. Je pense, je sais pas comment vous l'avez perçu, mais j'ai eu l'impression que le fait que le réalisateur mélange cet humour un peu grinçant, mais en même temps l'étude très, très, très psychologique du couple qui est en train de craqueler comme ça, on sait jamais comment se positionner, en fait, par rapport à ça. Il y a un malaise, et puis en fait on a l'impression finalement qu'on nous met du côté plus de la femme, puisque nous en tant que spectateurs, pendant la scène, on voit quand même clairement le gars sortir du cadre. Ce qui place. C'est vrai qu'on est un témoin à part entière. Oui. En plus, l'événement est tourné en plan séquence. On sait pas où il va. Il va peut-être juste 2 mètres à côté. Tu vois, ça laisse quand même relativement libre notre interprétation. On le aussi. voit abandonner sa famille d'une certaine façon et fuir. Oui, voilà, mais pas forcément dans la mesure où la femme le dit, tu vois. Donc on est un peu entre les deux, et je trouve que ça rejoint un peu un des propos du film, qui est de dire que autour d'un événement on peut avoir plusieurs représentations de la réalité, et que il n'y a pas forcément une qui doit prévaloir, mais ça peut être tout simplement juxtaposé, quoi. Mais je trouve aussi que ce qui est intéressant dans le fait qu'il soit tourné en plan séquence, c'est que de nous-mêmes, on a aussi ce petit doute sur qui a la véritable version, parce que déjà de nous-mêmes, c'est assez impressionnant de voir cette avalanche arriver sur nous et de se retrouver dans le blanc complet. C'est une scène absolument incroyable. Au début, quand la scène a commencé, je pensais que ça allait être une petite scène de restaurant. Je me dis, j'anticipais pas le truc, et puis il y a une avalanche qui commence derrière, en fait, pour vous expliquer. Donc le cinéma dans le premier tiers, on va dire, en bas, et puis le restaurant premier tiers en bas, et puis la montagne derrière, quoi. Et puis mais totalement envoûtante, quoi. Vraiment, cette scène, c'est incroyable, et ça dure 5 minutes peut-être. Et en fait, ce qui est drôle, c'est que finalement on s'attend pas du tout à avoir cette chose-là, et qu'en fait en réalité c'est l'événement pivot du film, un des événements les plus importants, en fait, dans ce séjour au ski, quoi.
Moi j'aimerais revenir sur ce que tu disais, l'utilisation de la musique. Je trouve qu'au-delà de l'utilisation, comme tu disais, intensive, et ce rythme un peu saccadé et strident, qui se marie parfaitement aussi avec le montage du film, autant on a des plans séquences, comme là on disait sur cette scène d'avalanche, qui sont assez longues, qui sont utiles pour ça, mais il y a des montages assez incroyables dans ce film, notamment une séquence où le mari est totalement perdu et il se retrouve dans une boîte de nuit au milieu de mecs complètement beurrés à la bière, et des coupures avec la lumière, des changements de cadre. J'ai loupé ça. Ouais. Mince, alors. Peut-être que j'irai le voir alors. Ce qui est marrant, c'est qu'en fait, toutes ces séquences-là, on se demande si elles sont réelles, parce que tout au long du film, il y a un certain nombre aussi de plans de coupe qui revient. Ça commence quand nous filme la montagne. T'as des gros plans sur les canons à neige, t'as des gros plans sur la montagne, des points bien précis, l'hôtel aussi, filmé de façon particulière. Et il y a ce plan assez délirant, au bout d'un moment, sur des chaussures de ski. Je sais pas si vous vous souvenez, avec un espèce de travelling avant. On se demande, mais qu'est-ce que ça vient faire là, quoi. Et c'est ça qui est assez fou, c'est qu'il y a une fonction dramatique de ces plans. Je la sais pas encore, quoi. Mais je sais que sans eux, c'est cette espèce de côté malsain que j'ai ressenti n'aurait pas été rendu possible en fait. Donc, c'est vrai que j'avais remarqué ces plans-là aussi, les plans canons à neige qui sont à peu près 20 fois dans le film, qui donnent une sorte de force au lieu en fait, qui donnent comme une sorte d'identité à la nature, comme un personnage à part entière en fait. Mais je trouve qu'il y a une certaine ambiance particulière dans les stations de ski, même ça se voit encore plus quand c'est hors saison, c'est-à-dire que tout est mort au milieu d'une immensité qui a fondu en fait, liée aux saisons. Et là, la façon dont il l'a filmé, toujours en plongée sur le village, donc je crois que c'est dans la station de La Plagne que ça a été tourné pour la plupart du temps, et c'est vrai qu'on a cette espèce d'immensité qui semble écraser en fait l'univers dans lequel se déroule cette ils ont la prisonnier en fait un peu dans ce village là, Il y a une grandeur qu'on a assez inexplicable et qui justement, tu parlais de zoom ou de travelling optique, presque imperceptible parfois, mais qui rajoute encore plus d'intensité, je trouve, dans la puissance que ça dégage. Parce que les mouvements de caméra sont vraiment bien maîtrisés du début à la fin, quoi. Autant il y a un plan aussi qui m'a marqué, c'est tout au début du film en fait, on voit le petit garçon de dos qui est en train de pisser en fait, et on a une espèce de cadrage frontal, ce qui fait qu'on a un aplat au niveau de l'image. On se demande ce que ça vient faire là, mais il y a une espèce de côté esthétisant qui ressort. Alors au premier abord on se dit c'est quelque chose de totalement gratuit, quoi. On n'en a rien à faire, et au final je sais pas, par l'accumulation il y a quelque chose qui rajoute à la tension dramatique, quoi, mais qui est difficilement exprimable en fait. Mais l'esthétisme, c'est vrai que c'est un des points importants de ce film. Moi, j'ai trouvé ça vraiment très beau du début à la fin, quoi. Les plans sont incroyables. Il y a une certaine fascination. Moi, on en parlait avec Jocelyn à la sortie du film, et là, je l'ai lu dans l'article que Positif a consacré au film. Je lui ai dit, c'est vrai que ça ressemble à ce que fait Haneke dans certains de ses films, ça, et j'ai retrouvé un peu cette patte à l'autrichienne, on va dire, dans ce film, que voilà, on sait pas trop à quoi ce que veulent symboliser ces plans, mais il y a quelque chose qui nous rattache à ce que vivent ce couple, et qui nous accapare, et il y a même des situations presque hyper drôle, où on rit quasiment aux dépens des personnages. On est presque gêné en fait de rigoler à des scènes qui en fait sont vraiment drôles. Mais la première qui est drôle, c'est la fin de la scène d'avalanche, quoi. Le père revient tranquillement, quoi. Il se met il est à table, il se remet à manger tranquillement, il regarde le ciel, le soleil revient ou quoi que ce soit, et on voit la femme qui est sidérée à côté. On se dit c'est pas possible quand même, il va dire un truc, et puis non, puis du coup s'installe, parce qu'il y a non-communication entre les deux personnages, s'installe le malaise, et on voit que ça a besoin de sortir, mais ça va mettre du temps. On se demande pourquoi quelque chose d'aussi anodin met autant de temps à sortir, quoi. Oui, enfin, je sais pas ce que tu en penses de Jocelyn, mais ce qui est aussi intéressant, c'est qu'on voit que il y a quelque chose qui pèse sur cette femme, dans la façon dont son mari a réagi, mais elle n'arrive pas à le dire directement, quoi. Il y a besoin vraiment de cette thérapie, genre le titre est vraiment bien trouvé, puisque là pour le coup on voit que ce séjour, à cause de cet événement, devient une véritable thérapie de couple, et que le sujet dépasse outre le fait de est-ce que c'est toi aussi t'aurais protégé tes enfants, ou tu aurais fui comme mon mari. Moi je repense notamment à cette scène où
où ils reçoivent des amis dans leur appartement et voilà. Donc c'est assez drôle les réactions de l'homme, mais c'est comme celui qui est barbu, la roue, assez fou parce qu'on voit qu'il prend directement le parti pris de l'homme en essayant de justifier en fait au travers de mécanismes psychologiques en fait la réaction. C'est normal en fait, la fuite. La femme a un instinct maternel que n'a pas l'homme. C'est un lâche, il fuit. Elle croit avoir cet instinct maternel. Elle est persuadée qu'elle peut l'avoir, alors que personne ne sait comment on va réagir. C'est ça, personne ne sait comment. Et les deux femmes sont. Et ce qui est marrant, c'est qu'en fait, ce problème-là va contaminer l'autre couple après. À la sortie, la scène aussi, elle est marrante, quoi. Eux, ils viennent, ils se retrouvent avec des gens qui sont en train de. Enfin, ils assistent à un malaise, ils essayent de les aider, et finalement, ils ressortent. Ça sent la nuit blanche, quoi, parce que finalement, ils se posent des questions. Et la petite amie de ce personnage, le barbu roux, là, c'est pareil en fait, elle va mettre quelque chose à mal dans leur couple et c'est assez drôle en fait, il y a contamination à travers d'un petit événement. Et ce qui est intéressant aussi dans ce film, c'est le regard des enfants sur ce couple qui est en train de s'autodétruire. Je sais pas si vous avez fait attention à ça. On a, suite à cet événement, une mère qui est de plus en plus en dehors de la famille, et d'ailleurs ça se voit au niveau des cadres, hein, elle a toujours la tête coupée. Au début, c'est le mari et la femme qui sont toujours quasiment hors champ, ou en tout cas leur visage est hors champ et cadré sur les enfants, et on a l'impression que les enfants comprennent d'instinct ce qui est en train de se passer, et que justement les adultes, avec leurs sentiments, leur expérience d'adulte entre guillemets et leurs pensées d'adulte, presque s'infantilisent quoi, d'une certaine façon face à cette réaction. Et j'ai trouvé ça assez intéressant d'exclure justement lors du repas. On a un cadre où quasiment tout le monde est autour de la table, sauf la femme qui donc Eba, la femme de Thomas, qui a donc la tête coupée par le cadre, et que même quand elle vient à table, elle tourne le doigt à la caméra, et là il y a une forme de flou qui exclut totalement les autres personnages, et j'ai trouvé ça incroyable en termes de mise en scène de proposer un truc comme ça. C'est vraiment un film bien réalisé, hein, pour ça. De toute façon, ça évolue en fait dans le film. Au début, c'est plutôt le père qui est pas forcément intégré dans la famille, et puis en fait ça évolue. Il y a un moment où aussi elle part skier toute seule et tout ça, et il se passe une sorte de retournement finalement, quoi. Ouais, non mais c'est vrai que en tout cas, j'étais extrêmement surpris par ce film, et même à des moments où je me disais il va y avoir des facilités. Ouais, en bien en plus, quoi. Oui, parce que en tout cas moi de mon côté, j'ai toujours tendance à vouloir chercher la suite du film, du style je l'avais vu venir ça, et c'est vrai que j'ai dit à un moment à Jocelyn, tu la sens la gaffe où il commence à crier tout en haut du glacier, où je me dis il va déclencher encore une avalanche en s'extériorisant, et en fait pas du tout. On passe sur un montage hyper rapide, un cut qui nous ramène à autre chose, et je trouve que ce film il est fait de surprise en fait, tout le temps on s'attend jamais. D'ailleurs il me semble que la scène qui vient juste après ça, c'est la scène où ils sont en mode détente, au bar d'altitude, presque en mode discothèque, un truc totalement improbable où ils jouent les dragueurs, ils croient être les rois du monde, et on a l'impression que le problème est en dehors, quoi. C'est une séquence un peu en dehors du film. Là, c'est marrant parce que du coup on les voit en train de se prélasser, boire leur bière tranquillement. Il y a une fille qui vient voir l'un des personnages qui lui dit ma copine elle te trouve mignonne. Alors eux ils se font gonfler l'ego, ils sont contents. La fille revient en disant excuse-moi, non je me suis trompé, c'était pas toi, tu vois. Et ils le prennent trop mal. Ils le prennent trop mal en fait. Est-ce que tu plaisantes ou quoi? Qu'est-ce qui se passe? Et le type, le roux là, c'est pareil, qui commence à s'embrouiller avec un personnage qui reste tête coupée. On se dit mais qu'est-ce que c'est que cette séquence là, quoi. Et elle a une sorte elle vient en rupture en fait, comme beaucoup de séquences dans le film, mais finalement quand on y réfléchit après coup, c'est très bien pensé dans la continuité, je trouve, très bien. Et la fin du film? Alors ça, là je suis un peu plus sceptique à titre personnel. Mystérieuse, hein, cette fin de film où... ouverte à interprétation. Alors je pense que là c'est je sais pas quoi en penser, vraiment pas quoi en penser. Ce qu'on peut globalement dire, c'est qu'on a comment dire, un regroupement on a l'impression que le problème a l'air d'être passé, tout le monde a su s'expliquer, et je sais pas, il y a une sorte de fraternité, il y a quelque chose de très particulier, cette marche dans la montagne, ils ont laissé le bus qui pour eux représente le danger, et justement ils sont tous unis à descendre la montagne à pied, et donc ouvert à l'interprétation, mais quand même une sorte de il y a une sorte de résolution quelque part aussi, parce que la femme qui cherche à son tour à s'enfuir finalement va égaliser les choses, et du coup le mari, on le voit, il est au centre du cadre, et il a une sorte de marche un peu victorieuse qui laisse penser qu'a priori il rassure sa famille, ce qu'il n'a pas su faire au moment de l'avalanche presque.
Oui. Mais ce qui est marrant, c'est qu'encore ce personnage roux, il intervient dans cette séquence-là pour essayer de mettre de l'ordre en fait à l'intérieur du bus, comme si c'est ce dont n'avait pas été capable le père en fait quand il avait délibérément fui. Et c'est pareil, c'est le truc. Moi, je pensais que le film allait se terminer quand on les voyait partir. En fait, on se dit voilà, ils ont réglé leurs petits problèmes, ils s'en vont. Cette séquence de bus en fait qui vient comme une espèce d'ouverture en fait sur un autre problème quoi. Finalement, la thérapie familiale, est-ce que ce serait pas une thérapie plus profonde en fait, puisque là il y a des inconnus qui vont venir s'adjoindre au groupe et qui vont vivre en fait en gros la même situation quoi, la même situation. Puis est-ce que la femme qui pensait être si sûre de s'occuper de ses enfants face à un autre problème de panique, là elle a l'air moins sûre quand même, elle a l'air de vouloir se rassurer elle avant de rassurer sa famille, et c'est là où les hommes prennent presque plus le relais que cet instinct maternel que pensent avoir les deux femmes. Je pense qu'on a fait globalement le tour un peu de ce qu'on avait à dire, même si il y a encore pas mal de choses à dire. Quand même le titre français du film Force majeure. Alors ça... c'est le titre français ça ? Ouais, c'est le titre français. Ouais. Je crois que c'était un titre... Et le titre s'appelle Touriste en suédois, enfin en anglais, mais du coup le titre suédois est Touriste. Je trouve que Snow-Thérapie est un super titre par contre. Je sais pas alors du coup à quoi il correspond, puisque c'est pas le titre français. Ça doit être le titre pour la version américaine. Ça doit rebondir anglaise. Un peu sur le succès d'Happiness Therapy peut-être, je sais pas. Mais je trouve que Snow-Thérapie, je trouve ça assez drôle et représentatif de ce qu'on vit en fait. Du coup on va faire un petit tour en un mot pour Snow-Thérapie. Très bon film, a priori le meilleur de ceux qu'on a vu cette semaine. Enfin pour ceux que j'ai vus cette semaine. Voire même de début de ma vie. Même. Voire même de début 2015 peut-être, non, je sais pas. Ouais. Ouais, pareil, je pense que c'était un beau film en fait, avec plein de bonnes idées cinématographiques d'un point de vue de la mise en scène, des cadrages, des mouvements de caméra. Il y a vraiment beaucoup de choses à dire. Moi, c'est surtout ces plans de coupe. Je repense encore à tout ce qui est fait sur les remontées mécaniques. En fait, ça déborde dans le film, on comprend pas ce que ça vient faire. Mais je pense que plusieurs visionnages en fait pourront aider à une meilleure compréhension, quoi. Mais vraiment, ouais, le film de la semaine. Moi, pour ma part, je pense que c'est un film qui est vraiment maîtrisé de bout en bout et une superbe réalisation. Les acteurs sont convaincants, le sujet est sympa. Après, j'aurais peut-être quelques longueurs. Moi, je pense que si on le raccourcissait d'un petit quart d'heure, ça serait peut-être parfait. Je pense qu'il y a peut-être certaines séquences qui s'étendent un peu et que ça alourdit en fait le rythme, et je pense que ça peut gêner certaines personnes, mais en tout cas si on a le courage de subir ça d'une certaine façon, ça en vaut la peine pour la qualité de... Pour les yeux au moins déjà. Oui, voilà, pour la qualité de réalisation. Donc voilà, donc Snow-Thérapie. Deuxième film qu'on va aborder, c'est Imitation Game, et on va écouter un petit extrait de la bande-annonce. Donc voilà, Imitation Game, le film de Morten Tildum, film qui est nommé dans la catégorie meilleure réalisation ou meilleur film aussi, il me semble, pour les prochains Oscars. Alors que raconte Imitation Game, pour ceux qui ne seraient pas au courant? Ça raconte la vie de Alan Turing, c'est comme ça qu'il s'appelle, qui est contacté par les services secrets britanniques afin de déchiffrer les messages codés interceptés par la machine Enigma. Non, Enigma c'est la machine en fait. C'est vrai. Alors trouvez quoi la manière de décrypter les messages d'Enigma. Et donc Alan Turing, j'ai du mal, je sais pas si c'est Turing. Donc qui s'entoure d'une équipe de spécialistes pour déchiffrer, et va créer une machine qui est les débuts en fait, les prémices de ce qu'aujourd'hui on peut appeler un ordinateur. Donc plus que le prémisse, parce que quand même il a achevé la moitié du travail, je pense, à lui-même. Ouais, mais surtout à partir de rien, quoi. Je veux dire, pas dans le sens dont on entend à l'heure actuelle. Oui. Donc voilà, film entre biopic et film historique en fait. Du coup, voilà, l'histoire paraissait intéressante. Alors voilà, je vais donner la réponse à Yoann, parce que
pendant l'abondance, on a parlé d'un petit quelque chose et je trouvais ça pas mal de pouvoir dire ça. Non, mais en fait, pour rebondir en fait avec la différence entre les deux films, entre Imitation Game et puis Snow Therapy, c'est qu'on voit dans Snow Therapy quelqu'un qui met la mise en scène au service de la narration et qui la maîtrise surtout. Alors que le grand problème de ce film-là, qui est un film à Oscar, Imitation Game, c'est que finalement, là, il n'y a pas de mise en scène. Enfin, pour moi, c'est vraiment... C'est transparent du début à la fin, quoi. Ce qui est raconté doit primer sur la façon dont c'est raconté. Je pense que le cinéma, c'est quand même un juste équilibre. J'aime pas les choses trop expérimentales non plus. J'aime bien qu'on me raconte une histoire, mais qu'on sache y mettre les formes. Là, il n'y en a pas. Il n'y a pas grand-chose. D'ailleurs, le gars qui l'a réalisé, je crois qu'il est totalement inconnu. Moi, je le connaissais pas. J'ai regardé sa filmographie, c'est essentiellement des films d'action un peu série B, genre des films où on se demande ce qu'allait faire Christopher Walken là-dedans, mais un film dont... Christopher Walken a travaillé avec lui. Oui, même, c'est le genre de film où même dès 17 à 23h, ils en veulent pas, quoi, je veux dire. Énergie 12 peut-être. Oui, non, mais encore même. Je crois il n'y a pas Nabila dedans. C'est du sous Steven Seagal, quoi, les films qu'il faisait avant. Alors, c'est assez impressionnant de voir un mec comme ça arriver aux Oscars avec un projet pareil. Je sais pas comment il en est arrivé là, qui lui a confié ce projet, parce que en elle-même, l'histoire est assez intéressante, je veux dire. L'histoire, elle est très passionnante. Enfin, je veux dire, moi, par exemple, je suis un peu geek, donc voilà, c'est intéressant. C'est comme tu disais tout à l'heure, c'est un peu les prémices de l'ordinateur, et il le répète assez dans le film en disant qu'il a besoin d'une machine qui peut résoudre le truc mieux que le cerveau humain, et c'est vraiment le début, tout début de d'un ordinateur en fait, parce qu'il a besoin de cette machine pour pouvoir calculer, pour pouvoir réfléchir à ce code. Donc oui, c'est le début de l'informatique, et donc avec des scientifiques, il y a peut-être même une petite notion de nerd dedans, cette petite équipe un peu asociale, lui surtout, il est asocial, on dirait vraiment, c'est vraiment l'image même un peu du nerd, mais mais si je peux me permettre, le fait d'avoir choisi Benedict Cumberbatch pour ce rôle-là. Oui, alors un nerd à la base, c'est un... je voudrais pas dire des bêtises. Le nerd, en fait, c'est l'image... de toute façon, les nerds, on les voit dans beaucoup de films américains. C'est l'espèce de scientifique un peu asocial qui est un petit peu détesté de tout le monde, parce que c'est l'intello de la classe. C'est l'ancêtre du geek, si tu veux. D'accord, petit peu. ok. On peut dire pas ça. Le terme, une sorte de geek forcené, en fait, quoi. C'est un espèce de... Voilà, ouais. Et donc, oui, tu disais par rapport à... J'aimerais que tu ailles au bout de ta pensée sur... Non, c'est par rapport à son rôle dans Sherlock, je pense, peut-être. Parce que moi, j'ai pensé à Sherlock. J'ai encore dit Dominique Cumberbatch. J'y arrive pas, Bénédicte. Pauvre Bénédicte. Si tu nous écoutes, heureusement que tu nous écoutes. Dominique Cumberbatch, frère. Non, pourquoi je pense que je pense que c'est un excellent choix au niveau parce qu'il porte le film, donc c'était important sûrement de l'avoir, etc. Mais le fait d'avoir choisi ce gars-là, ça gomme totalement la nature nerd justement de Alan Turing, et que justement on a beaucoup plus de... on le trouve beaucoup plus sympathique finalement que tous les autres personnages qui sont autour, alors qu'en théorie on devrait être placé on devrait être rejeté par le personnage. Je pense qu'on devrait se sentir finalement... Bon, après, comme disait Yoann, la chose la plus importante dans ce qu'il vient de dire, c'est un film à Oscar. Oui. Voilà. Donc pourquoi prendre Bénédicte? C'est sympa pour Yoann, tu prends 3 mots. Non, mais j'ai résumé ça. Je pense qu'elle a raison, parce que j'ai souligné meilleur film, meilleur acteur, meilleure actrice dans un second rôle, meilleur réalisateur, meilleur montage, meilleur décor, meilleure musique, meilleur scénario donc adapté. Il est sorti au bon moment en fait, le film, quoi. Enfin, donc, donc c'est pour ça, tu disais l'image même du nerd qu'on devrait retrouver. Je pense même les vrais mathématiciens, ils doivent se dire mais c'est quoi ce film avec un gars oui, parce que mais comme tu disais tout à l'heure, on discutait avec Mathieu tout à l'heure, il disait c'est lisse, il fallait lisser le truc, il fallait que ça fasse tout beau, tout joli pour les Oscars, et voilà. Ouais, mais moi je suis pas sûr que les Oscars récompensent ce film-là au final. Justement. Moi je pense que si. Après, justement. Il faut voir au niveau de la maison de production, quoi. C'est la Weinstein Company, et ils sont bien connus pour savoir amener les films aux Oscars et partir avec les petites statuettes. C'est ça. Mais justement, le lien entre lisse et la liste que tu as donnée, c'est que j'ai l'impression que c'est tellement lisse que je les vois mal être récompensés pour certaines choses. Je pense notamment à la musique d'Alexandre Desplat. Alexandre Desplat qui est d'ailleurs nommé 2 fois dans la même catégorie, meilleure bande originale. Ouais, c'est ça, c'est exactement ça. Il n'y a pas, comment il s'appelle, il y a pas Zimmer sur...
Interstellar ? Non, je crois pas. On s'en fout d'Interstellar. C'était l'année dernière, c'est bon quoi. Et là, pour le coup, Alexandre Desplat, j'ai trouvé. Mais alors. C'est du Desplat. Mais il y a rien quoi. C'est même pas autant. Voilà, certains ont reproché à 12 Years a Slave d'avoir une musique qui joue à mort sur le pathos. Là, je trouve qu'il y a ni pathos ni rien quoi. Elle a un petit côté Guillerette des fois qui est un peu bizarre. Enfin, c'est comme ça se passe quand même en 39-45 et de temps en temps la musique elle est un petit peu trop enjouée pour moi, je trouve. Ah ouais. Je sais pas si t'as trouvé qu'elle était pas un petit peu trop. Moi, pour moi, c'était simplement pour avoir un fond sonore, quoi, qu'elle a été faite. J'ai l'impression qu'on aurait pu s'en passer, ça aurait été la même chose. Il y a un moment, je sais qu'à un moment, elle m'a un petit peu gênée parce qu'elle donnait un côté un petit peu trop joyeux à ce film. Et c'est ce moment qui m'a un petit peu gênée. En même temps, c'était peut-être aussi pour mettre en valeur cette espèce de groupe de Expandables geeks qui peuvent sauver l'humanité. Qui peuvent sauver l'humanité si jamais ils arrivent à déchiffrer Enigma, je veux dire. C'est vrai. C'est ça aussi un peu, hein, c'est la fine équipe qui s'attelle à détruire les services secrets nazis. Oui, mais on n'a pas la pression, on n'a pas cette ambiance un peu, tu sais, un peu opprimante où bon, il y a la guerre autour et on sent qu'il y a un enjeu. Ils ne font pas ressentir l'enjeu, j'ai l'impression. Peut-être c'est parce qu'on sait finalement qu'il va réussir aussi, mais il me semble qu'au final, au niveau des estimations historiques, Alan Turing a permis de sauver. Déjà de gagner la guerre en soi, puisque en déchiffrant les messages nazis, ça a permis à la Grande-Bretagne de gagner. Ça a permis donc en termes de chiffres de sauver 14 millions de personnes. Ouais. Et d'économiser 2 ans de guerre, il me semble. Voilà, c'est ça, d'écourter la guerre, aussi. Donc c'est plutôt un héros, c'est une figure héroïque, mais qui est au final à son époque totalement à l'opposé en termes de considération, quoi. Et au-delà de cette histoire, alors là je vais vous poser la question, moi c'est en tout cas ce que j'ai ressenti à ce niveau-là, parce qu'au-delà de ce côté héros de guerre, mathématicien surdoué, on découvre aussi que c'est un personnage torturé, qui a eu une enfance compliquée, qui est homosexuel et qui en plus de ça a subi donc une castration chimique, qui a été mis en accusation pour son homosexualité à l'époque. Donc je trouve ça intéressant d'aborder tous ces sujets, mais au final, est-ce que d'aborder tous ces sujets, moi j'ai senti un peu un éparpillement un peu narratif à certains moments du film, qu'ils essayaient de tout mettre un peu en 1h45 et que c'était un peu compliqué. Ça se voit au niveau de la narration, parce qu'ils ont choisi de faire un truc en trois volets en fait, parallèles, où on va avoir l'adolescence, le moment où il déchiffre Enigma, et puis la fin de vie, on va dire. Qui a un peu, ça m'a fait penser à Get On Up qu'on avait vu au niveau Get On Up, c'était bien fouillé. Oui, c'est vraiment 1960 puis après 80, c'était n'importe quoi. Là encore, c'est à peu près structuré. Oui, ça reste plus modéré mais ça reste quand même un peu la même idée. J'ai trouvé que c'était une des idées intéressantes du film, mais après effectivement en termes d'exploitation, moi par exemple ce qui m'a gêné, c'est qu'on nous explique, on nous montre pas du tout le moment finalement où il arrive à créer l'ordinateur, quoi. C'est-à-dire qu'à un moment il se planche sur une table, il sort une feuille bleue blueprint pour faire un schéma, et puis il sort. Puis 2 séquences après, il est monté. Voilà, deux séquences après, il commande les câbles et c'est bon. Non, mais c'est parce qu'il va y avoir une version longue, donc il va falloir vendre le DVD version courte, le DVD version longue, le Blu-ray, gna, c'est tout. Et après, de mon côté, j'étais assez content de retrouver Keira Knightley, que je pensais qu'elle avait disparu au fond d'une grotte. Mais moi, au final, je l'aime pas, et c'est un de ses meilleurs films, je trouve. Ah ouais, pourtant je la déteste. Moi, c'est une actrice que je n'aime pas, et je trouve qu'elle est très bien dedans. Moi, je trouve que le rôle, lui la met pas en valeur. Certains disaient que ça ressemblait un peu au rôle qu'elle avait eu dans le Cronenberg avec Dangerous Method. Je trouve que les rôles dans Dangerous Method sont bien plus importants et bien plus mis en valeur par la narration que celui-là. Là, ça fait un peu. Moi, j'ai un problème parce que dès qu'il faut un film britannique, où ça se passe en Angleterre ou en Grande-Bretagne en costume, hop, on va prendre notre petite joker Keira Knightley et puis hop, on la balance dedans, et puis elle fait le film. Et donc là, je trouve c'est bien parce que c'est un personnage secondaire et elle reste secondaire. Et ça, c'est bien, je trouve que c'est bien. Elle est pas mauvaise dans son jeu, parce qu'on elle est vraiment très bien dans ce film. Donc si elle venait à gagner l'Oscar, tant mieux pour elle. Au niveau du casting, par contre, j'avais noté 2 noms. Il y a 2 personnages que j'avais, 2 acteurs que j'avais aimé retrouver, qui sont Mark Strong, c'est un habitué de Guy Ritchie, tout ça, on l'avait vu dans Rock'n'Rolla.
Je sais pas si tu vois Mathieu, apparemment non. Non, parce que moi, il y a un acteur, celui qui joue, celui avec qui il est un peu rival. Matthew Good. Film, voilà. Ouais. Que moi j'avais trouvé incroyable dans Stalker, il était bien. Dans Stalker, il était, c'est vrai. Il Non, était je pensais au film de Tom Ford. Mince, je me rappelle plus. Celui avec Colin Firth, ou encore une histoire d'homosexuel au sein d'un campus. Je me rappelle plus. C'est pas Serious Man, mais c'est Serious Man, non. Serious Man, c'est des frères Cohen, mais c'est un truc. Je vais retrouver. D'accord. Bon, putain, j'ai un trou de mémoire moi aussi. Oui, donc vas-y. Mark Strong. Mark Strong, et il y a Charles Dance. Et alors Charles Dance, je connaissais pas du tout. Juste Mark Strong, c'est celui qui joue l'inspecteur de police. Comment ça ? C'est celui qui joue l'espèce de l'homme d'État, en fait, celui qui est proche de Churchill. Et donc le deuxième qui est Charles Dance en français, qui en fait c'est Tywin Lannister de Game of Thrones. Mais j'aime bien quand on revient à chaque fois à la série télé, à Game of Thrones et HBO, c'est génial. Non mais ce mec, je pense que ce sera à vie Tywin, c'est impossible parce qu'en plus c'est le même rôle, c'est un peu l'homme de pouvoir, un peu. Mais qui reste assez magistral, quoi, aucun problème. Donc en fait, je pense que le point de force de ce film, c'est vraiment le casting. Après le reste, c'est dans la facilité que ça se joue, quoi. On a l'histoire, elle est faite, on l'a prise, on a fait un scénario avec. Bon, c'est pas uniquement le casting, l'histoire est quand même. Moi, elle m'a passionné. L'histoire a déjà été exploitée au cinéma. On l'a pas dit, mais il y a déjà eu une sorte de biopic sur Alan Turing, en tout cas sur cette période-là de la vie d'Alan Turing, et qui s'appelait Enigma, qui est sorti il y a je sais plus 20 ou 30 ans, je sais plus. Il a été mal distribué. Oui, c'est un film totalement obscur et tout, mais je veux dire, ça montre que en termes d'exploitation, au niveau de la dramaturgie, il y avait quelque chose à faire avec cette histoire-là. Et moi, à mon avis, c'est pas suffisant, c'est pas à la hauteur de ce que ça pourrait être, quoi. Donc du coup, rappelle-moi le nom, parce qu'apparemment Johan, c'est A Single Man. Single Man, c'est ça, de Tom Ford, et l'acteur Matthew Good. Donc voilà, Matthew Good, moi qui à chaque fois que je le vois dans un film, à chaque fois je le trouve assez bon, quoi. Il est très très bon. Sobre, mais à la fois. C'est dans quel film que c'est un film que j'aime pas trop? Et il est méchant, c'est avec des super-héros, c'est Watchmen, je crois. Non, c'est pas Watchmen? Je sais pas. C'est Watchmen. Je l'ai pas vu dans. Bref, il tu vois, est je me rappelle un peu bon, qu'il était dans Stalker, donc. Il est, si tu te souviens pas qu'il est dans Stalker. Si, maintenant que tu le dis, je revois sa tête. Ah bah oui, il est tellement beau cet homme dedans qu'on ne peut tellement irrésistible qu'on ne peut que penser à lui. En tout cas, bon point là aussi pour ce film. Donc on va faire un petit tour de table, Marina, sur c'est un film à voir. On y va, on est content d'avoir passé du temps au cinéma. Enfin, c'est pas un chef-d'œuvre, mais je pense que ça peut plaire à des gens. Et bon, si oui, il y aura sûrement un prix. Parce que voilà. C'est sûr qu'il y aura des prix. Il y aura un prix pour lui, c'est sûr. J'espère pas la musique. Johan. Non, pour moi, c'est vraiment ce que je vais me répéter, mais le film à Oscar que je trouve un peu lisse. Et malheureusement, ça m'a trop fait penser, parce que cette espèce de truc du mathématicien, on retrouve la même chose dans Un homme d'exception avec Russell Crowe. Et ça me fait penser aussi un peu à Will Hunting. Donc c'est toujours ces trucs-là sur ces êtres asociaux, mais géniaux d'un autre côté, qu'on essaye au bout d'un moment, on leur fait retrouver l'honneur qu'ils n'ont pas eu, parce que le type s'est marqué à la fin du film, apparemment. La reine Elisabeth II, en 2013, lui a rendu hommage à titre posthume pour tout ce qu'il avait subi donc après-guerre, savoir la condamnation pour homosexualité, pour indécence, et donc la condamnation à la castration chimique qui est assez violente, qui l'avait conduit au suicide. Et donc conseil, pas conseil Non, je peux pas conseiller. Moi j'ai trouvé ça décevant, donc je suis pas sûr que ce soit vraiment un film à aller voir à tout prix. Après, si le pitch vous intéresse, si vous aimez bien les acteurs, pourquoi pas, hein, mais... Voilà. Je pense, moi je le conseillerais juste en fait en termes de divertissement. Je pense que l'histoire est assez sympa, et je pense que c'est aussi important de connaître cette partie de l'histoire qui est méconnue. Après, les amoureux de véritable cinéma vont peut-être trouver la mise en scène et les décors dignes d'un épisode d'Hercule Poirot, quoi. C'est ça le problème. Non, mais c'est un bon film du dimanche soir, quoi. Ouais. Non, je voulais revenir sur le fait qu'en 2013, la reine a
je sais plus ce qu'elle a fait, elle a dit voilà, gracier un peu, elle l'a gracié, que bon, que Benedict Cumberbatch avait lui-même lancé une demande à la reine pour justement enlever toutes ces condamnations, donc ça crée un petit peu le buzz, ça fait un petit peu genre bon voilà, hop, il fait un film, il représente un homosexuel, donc d'un seul coup il est intéressé par la cause homosexuelle. Je pense que ça fait un petit peu le buzz aussi, et bon, peut-être pas, on va parler du film, mais ça sera peut-être à cause de ça finalement, et pas forcément du film en lui-même, quoi. Bon, après c'est peut-être pas plus mal aussi, hein. Non, c'est pas plus mal, mais bon, c'est dommage, quoi. Pardon. Donc voilà pour Imitation Game, et on va passer au troisième film de ce soir avec Hop, dont on va entendre la bande-annonce. Toi, descends. Donc voilà, Hop, de Boris Lochkin. Boris Lochkin, qui est un réalisateur qui est à sa première œuvre de fiction, puisque c'est un réalisateur qu'on avait connu par le passé, ouais, pour ses documentaires, et notamment Les Amérantes, qu'il avait sorti en 2007, qui avait été un peu médiatisé. Enfin, on en avait entendu parler. C'est sûr qu'il a pas trop fait le buzz, comme tu disais, Marina, tout à l'heure. Comment ça, il a pas vendu des petits goodies et tout? C'est pas bon, ça, hein? Pas bon du tout, mec. Donc voilà, Hop, qu'est-ce que ça raconte? Eh bien, tout simplement l'histoire d'Africains qui essaient de traverser le Sahara pour se rendre en Europe. Et au milieu de tous ces hommes africains venant de différentes origines se trouve une femme, une Nigériane, qui fuit son pays et qui va être aidée par un Camerounais à traverser donc l'Afrique, et ils vont être liés d'une certaine façon par ce voyage, par des liens d'amitié, voire d'amour assez particuliers, et donc ils vont s'accompagner mutuellement dans ce périple. Un film en tout cas très particulier déjà en termes de langage. Moi, ce qui m'a beaucoup marqué, c'est le fait que il est fait appel à une actrice nigériane qui parle donc un anglais nigérian, à un Camerounais qui parle un français, et il y a cette sorte d'incompréhension ou de compréhension de temps à autre assez particulier, et je trouve que ça amène à quelque chose de particulier aussi dans notre discours que souhaite nous transmettre le réalisateur. Je sais pas ce que... Oui, c'est une sorte de rencontre un peu de ces deux pays africains. Je trouvais ça intéressant aussi. C'est presque improbable, il le disait, qu'en fait c'est presque improbable qu'un Camerounais se retrouve avec une Nigériane sur quelque chose comme ça, c'est improbable. C'est de là que vient la fiction, c'est pour lui impossible qu'une Nigériane et un Camerounais se retrouvent, quoi. Donc c'est aussi ça, peut-être c'était aussi l'improbabilité de la chose qui fait la beauté du... J'ai une phrase de lui qui est très belle, mais je sais plus où elle est. Tu réalisateur ? Ouais. Qui disait que et l'apparition de moments de pure humanité dans ce contexte où l'on se bat pour survivre jusqu'au lendemain est pour moi comme une fleur dans le désert. Donc ça résume un petit peu son film, en fait, d'où le hope, l'espérance, toute... C'est un prof de philo à la base, ce gars, donc tu le sens quand même dans le film. Et qui est un Français, parce que l'autre jour on se posait la question, en fait, ce réalisateur il est français. Il est français. Au final. Et d'ailleurs on le voit, cette incompréhension dans les rixes. Je croyais que tu disais lui, on le voit, oui, il fait un caméo dans le film. Ah, le réalisateur? Ouais, c'est le gars qui se fait racketter, en fait, quand c'est le client le client de Hope, en fait, c'est le seul blanc. Voilà, c'est lui. Bon, il en a pas trouvé au Maroc, il s'est dit je vais me mettre dedans. On laissera découvrir les réalisateurs à nos auditeurs quand ils iront voir le film. Cette scène assez particulière, on va dire. Sympa, bonne ambiance. Et non, je disais ce que tu disais par rapport au fait que ce soit improbable qu'une Nigériane et un Camerounais se retrouvent ensemble. Ça se voit particulièrement dans les rixes qu'on trouve entre les différentes communautés, les différents ghettos dans lesquels se retrouvent ces deux personnages. Qui finalement fonctionnent de la même manière. Tu vois, du côté le Camerounais, ça fonctionne. Il y a un Sherman,
Sherman, un président du ghetto entre guillemets, des bras droits et voilà, des hommes, des femmes. Bon, les femmes, voilà, elles servent pas à grand chose. C'est organisé comme une mafia. C'est organisé comme une mafia. Et puis côté nigérien, c'est pareil finalement. Et bon, ils peuvent pas se blairer quoi. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il aurait très bien pu, montrer l'exode africain de manière universelle, alors où tout le monde parle la même langue, ils viennent tous des mêmes origines, il n'y a pas de problème. De toute façon, plein de fois, la seule conquête, c'est d'aller vers l'Europe, trouver la terre promise. Il y a toujours le même objectif. Il n'y a pas le même chemin, quoi. Là, c'est quelque chose. On l'a dit, c'est un réalisateur qui a commencé par le documentaire. Je trouve que les scènes sont terribles, les situations sont extrêmement crédibles, et il y a une forme de réalisme incroyable dans ce film. Et on le perçoit. C'est pas une promenade de santé, quoi. Ce film. Justement, il me semble qu'il a dit qu'en fait, au niveau de l'écriture, ça s'est passé en 3 temps, je crois, où en fait, il a gommé des choses petit à petit face à la réalité, en fait, parce qu'il a confronté son film à des situations réelles, etc. Et c'est-à-dire qu'en fait, le film de base est quand même relativement éloigné de ce qu'on a au cinéma. Oui, c'est ça. Et au final, il a incorporé des éléments finalement presque réalistes, quoi, pour donner cette dimension-là. Mais j'ai une autre citation où il disait « J'ai construit un scénario classique, mais quand je suis allé sur le terrain, je me suis rendu compte que j'étais à côté du réel. » Et donc c'est pour ça qu'il a fait un casting sauvage au Maroc et que il a réécrit son scénario au final avec ce qu'il voyait, les gens qu'il rencontrait, parce que parmi les acteurs qui sont non professionnels, il a des anciens taulards, des anciens Sherman, finalement des gens qu'il présente dans son film. Et donc voilà ce qui donne à son film ce côté réel tout en étant une fiction. Et c'était du coup ça se demandait pourquoi est-ce qu'il a fait une fiction et pourquoi est-ce qu'il a pas fait un documentaire. Mais bon, aussi c'est peut-être compliqué de faire un documentaire. C'est quand même compliqué effectivement d'accompagner un bateau, etc. C'est à la fin. Finalement, le bateau, on l'accompagne pas tant que ça. Enfin, on l'accompagne, c'est pas. Oui, non, c'est pas un élément important du film. C'est pas l'élément important du film. C'est pas ça le plus important dans ce film. Non, mais je trouve ça c'est limite mieux finalement que ce soit de la fiction. Enfin, moi, ça aurait été un documentaire, ça m'aurait un peu. Parce que je pense qu'il a apporté, puis il a apporté sa part de sa notion de philosophie sur la solidarité, il y a quelque chose d'anthropologique aussi dans ce film. Puis il y a quand même un certain attachement pour ce couple qui se forme, ce couple entre ce qui aurait peut-être pas été possible dans un documentaire, tout simplement. C'est ça aussi qui fait le. Il y a une histoire pas parallèle, mais disons qu'il y a une sorte de cœur un peu. Au niveau de ces deux personnages, moi personnellement. Malgré lui, parce que lui, il se retrouve avec cette femme. Oui, mais il s'y attache quand même. Il s'y attache beaucoup, mais dès le début, il est attaché, parce que sinon, je pense pas qu'il irait dès le début. Plus par humanité que que par amour. Voilà. Après, ça devient un véritable sentiment, même d'amitié, voire d'amour. Par contre, je sais pas ce que vous avez pensé au niveau du personnage finalement principal, en tout cas celle qui fait le nom et l'affiche, que moi j'ai pas trouvé hyper sympathique. Je me suis pas attaché à ce personnage-là particulièrement. Moi, c'est un des défauts du film que j'ai trouvé aussi, c'est que ce côté réaliste et le fait de pas avoir d'acteur professionnel, il y a un côté un peu amateur qui m'a gêné. Je pense que la direction d'acteur devait être minimaliste de manière à laisser le plus de réalisme possible, mais je sais pas, ça m'a. Donc j'étais un peu me renseigner sur elle, qui justement, qui s'appelle Endurance, qui justement était destinée à la prostitution et tout ça quand elle a dû quitter son pays parce que elle était sous la protection de sa grand-mère. Sa grand-mère est morte, on lui a dit tu dégages. Et du coup, elle s'est retrouvée à devoir faire la manche et tout ça. Et quand Boris Lojkin l'a rencontrée, elle était en train de faire la manche devant une mosquée avec son enfant. Et donc, je pense que d'avoir pris cette personne-là, c'était aussi au niveau de son vécu, qui, elle a échappé, entre guillemets, à ça, parce qu'à chaque fois qu'elle devait partir pour prendre le bateau, c'était annulé. Donc ça veut dire qu'au jour d'aujourd'hui, cette personne, ça se trouve, elle serait en France et elle devrait, 35 millions d'euros à un réseau. Et finalement, elle s'est retrouvée donc à Oujda, au Maroc, sûrement, ou Algérie, ville marocaine, en venant de ville marocaine. Et donc elle a rencontré un homme qui a payé les dettes pour elle. Donc je pense que c'était aussi par rapport à sa personnalité, à cette jeune femme, et pas forcément à son super jeu d'actrice qui est, pas forcément très très bon. Oui, voilà, c'est ça le truc, c'est que il pousse le réalisme jusqu'au bout, mais moi j'ai aimé ce film justement pour sa portée, puis on voit des scènes
qu'on voit peu au cinéma, quoi. La réalité de ces ghettos ou de la folie de certains de. Tu vois une scène, enfin tu entends une scène de viol qui est assez, dès le début en plus on te met cache dans l'ambiance, t'es une femme, on t'a reconnu, hop, c'est direct tu te fais violer et puis en plus on te laisse comme ça comme une sous-merde. Alors c'est peut-être je vais encore faire ma féministe à 2 balles, mais quand t'es une femme, je peux te dire le film tu le ressens d'une manière et en plus ce réalisme qui est très fort, tu le ressens encore plus parce que tu sens que c'est documenté, que c'est réaliste. Et alors en plus de ne pas montrer la scène, ça te malheureusement fait place à l'imagination et tu n'entends que des bruits et des cris. Moi cette scène elle m'a mis dans l'ambiance directe, j'ai fait waouh, super Pambelop quoi. Je choisis super film, j'aurais dû me taper Snow-thérapie, je sais pas. C'est un peu opprimant comme film. Moi c'est vers la fin du film quand il se retrouve avec il me semble que c'est un Ivoirien, le Sherman, et qu'il se retrouve au milieu d'une mafia où il kidnappe un Congolais qui fait des faux passeports, puis au final l'autre il essaie de lui couper l'oreille. Enfin, il y a les rites vaudous qui sont étranges, violents. Enfin, il y avait une forme d'archaïsme. Enfin, il montrait vraiment, le réalisateur, il montrait ce décalage entre l'humanité des deux personnages qui se retrouvaient totalement perdus ici, mais qui n'avaient pas le choix face à l'archaïsme et la violence de ces gens qui la utilisent décapitation ou je sais pas quoi du poulet, elle est voilà. Donc je vous préviens, si vous allez voir ce film, à un moment il y a un poulet qui meurt. C'est pas beau à voir. Ouais. Mais d'ailleurs je me pose la question, est-ce qu'ils ont vraiment tué ils ont vraiment tué le poulet? Moi c'est sûr qu'il est. Si jamais ils l'ont pas fait, ils vont se retrouver avec les associations. Brigitte Bardot, si tu nous des écoutes. Animaux sur le dos, ça va être terrible quoi. Non c'est sûr, le poulet il y est passé. Mais c'était un poulet périmé, t'inquiète pas. Non mais donc voilà une réalisation qui a rendu les situations crédibles, mais du coup avec un jeu d'acteur peut-être un peu facile et amateur. Mais justement c'est la portée amatrice de la chose fait que c'est pour ça que j'ai été me renseigner sur ces personnages, ces gens qui ils étaient bien avant. Sûr, je comprends. De toute façon, je pense qu'on n'a pas le choix. C'est soit on va avoir une œuvre hyper réaliste, mais du coup, il y a un côté artistique, moi, qui m'a peut-être manqué, même en termes de réalisation, le fait qu'il soit très porté sur le documentaire. Moi, ça manquait peut-être aussi de quelque chose de plus fort en termes de recherche d'images. Des fois, on a des plans très beaux, mais je pense que c'est essentiellement lié au décor. On sent le gars qui est un peu qui est philosophe, qui a une vision de la vie, qui réfléchit. Il n'est pas plasticien, quoi. Ça se voit qu'il n'est pas plasticien. Et je pense que même ces films d'avant devaient être comme ça aussi, où il ne devait pas y avoir forcément une recherche artistique, mais plus une recherche au niveau de la pensée. Et c'est aussi ça le cinéma au final. Oui, bien sûr, mais dans le sens que pour moi, pour que ça soit vraiment un film qui m'émeuve encore plus d'une certaine manière, ça m'a manqué un peu ce côté plastique. D'accord. Donc j'ai été touché par l'histoire, mais il n'y a pas eu ce côté artistique qui a fait que ça serait un tournant, quoi. J'ai beaucoup aimé ce film, mais pas au point de Snow-thérapie par exemple, dans le sens que j'avais compris que j'avais loupé le truc super de la semaine, merci. Un petit tour de table avant de clore sur Hop, Jocelyn. C'est peut-être pas un film qui va non plus marquer son. Enfin, c'est pas un film qui va me hanter, qui va marquer l'histoire du cinéma ou quoi. Mais important de l'avoir vu, quoi. Mais c'est un beau film, c'est un film sympa. Enfin, sympa. C'est difficile à dire, mais c'est aussi un film informatif finalement. À mon avis, c'est surtout sa dimension principale parce que, cette chaîne mafieuse un peu qui est de pays en pays, qui attend les gens au point de contrôle, qui attend les gens, tous les gens qui viennent d'Afrique subsaharienne ou quoi, qui cherchent à accéder à l'Europe et qui les attend, je sais pas moi, en Algérie, au Maroc, tout ça, on les voit petit à petit, c'est-à-dire qu'à chaque fois finalement il y a des gens qui leur mettent des bâtons dans les roues. Ça c'est une dimension que honnêtement je connaissais pas trop. Et c'est un des points importants du film, c'est de nous montrer finalement ce genre de choses. C'est aussi très marrant, on en avait parlé à la sortie du film, ce côté qu'ont tous les Africains de penser qu'en Europe c'est un peu comme l'Eldorado de Voltaire en fait. Les rues sont pavées d'or et la nourriture tombe du ciel dès qu'on le demande. Il le dit à un moment, je sais plus, il est ivoirien. Que les moutons portent des ceintures. Ils portent des soutiens-gorge. Oui, voilà, c'est ça. Les moutons portent des soutiens-gorge et la nourriture tombe du ciel. Donc, c'est une idée. Bon, après, c'est tellement une misère qu'au bout d'un moment, tu es obligé de te raccrocher à quelque chose qui est plus beau. Et pour eux, c'est de l'autre côté de la mer, finalement. Donc, conseil, Jocelyn, quand même? Oui, quand même, ouais. Moi, c'est un beau film qu'il faut avoir vu. Bon.
Moi aussi, je pense que c'est un film qui éveille les consciences et que même s'il n'y a pas ce côté plastique qui transporte ce film non, mais c'est encore ça qui est autre part. intéressant, c'est la frontière entre le documentaire et la fiction qui est très très intéressante justement pour ce film à étudier. Oui. Voilà. Puis vraiment un sujet qu'on pourrait croire ressasser, mais qui apporte autre chose. Je pense qu'il a apporté autre chose, et c'est aussi intéressant justement de voir la pré-production de ce film, le tournage, le scénario, et c'est peut-être ça son côté plastique un petit peu, justement. S'il n'est pas à l'image, il est avant comment ça s'est passé. Donc voilà pour Hop, on va faire un petit tour d'horizon sur les débats de cette semaine. Donc Snow Therapy, qui je pense c'est le film conseillé par l'ensemble de l'équipe pour cette semaine. Je pense que c'est le film à voir de cette semaine, voire un des films à voir de ce début d'année. Je sais pas ce que vous en pensez, oui, à ce niveau-là. Pour le mois de février, c'est bien parti. Ouais, c'est vrai. Il y a encore des gros films qui risquent d'arriver, mais c'est vrai que ce Snow Therapy, c'est une très bonne surprise. On a Imitation Game qui est plus ou moins conseillé. On va dire que l'histoire reste sympathique et assez passionnante, mais que ça fait pas de lui. Voilà, même Yoann me déconseille même. Ça casse pas 4 pattes un canard, ou 3 pattes, ou je sais pas combien de pattes un canard. 3 pattes. Non, le déconseil, c'est quand même exagéré, mais c'est pas ce qui m'intéresse en fait. Voilà. C'est pas une œuvre cinématographique, ça reste un divertissement, on va dire. Voilà, mais c'est exactement ça. Et Hop, donc un film émouvant et intéressant à voir, je pense, en termes même de conscience humaine. Donc voilà, qu'on conseille aussi. Je pense pas qu'on soit dans une semaine dégueulasse. Non, là. Mais voilà, moi je voulais te dire merci, c'est une bonne semaine. Pour une fois que j'ai pas de grosses critiques, que je suis pas là à souffler dans le micro parce que c'était intolérable à voir, je m'insurge et tout. Non, là c'est assez bon sympathique. Choix. Ouais, très très bon choix. Donc voilà pour cette semaine, et donc on va passer à la partie conseil. Alors soit vous écoutez mes conseils, soit vous vous barrez tout de suite. C'est un très mauvais marché. Non, on devrait au moins l'écouter. Premier conseil de la semaine, ça va pas être un conseil local, ça va être un conseil parisien, puisque c'est l'exposition Lumière, le cinéma inventé, qui se déroulera du 27 mars au 14 juin prochain au Grand Palais à Paris. Thierry Frémaux, directeur de l'Institut Lumière à Lyon et délégué général au Festival de Cannes, sera commissaire de l'exposition aux côtés de Jacques Gerbet, critique de cinéma. Et pendant l'exposition, les 1500 films des Frères Lumière seront montrés pour la première fois et 200 d'entre eux seront restaurés pour l'occasion. Donc je pense une belle exposition pour ceux qui ont l'occasion de monter sur Paris avant le 14 juin. Bon, même si c'est vrai qu'il y a l'Institut Lumière à Lyon qui fait déjà un beau musée dans l'ancien cinéma pâté des Frères Lumière, mais là j'ai l'impression que c'est un peu l'événement. Je trouve que les Frères Lumière, même si on en entend toujours parler parce que ça reste quand même les inventeurs du cinéma pour beaucoup, je trouve que c'est aussi important de réactualiser ça à travers une exposition. On vous le répète encore cette semaine, même si on vous en avait déjà parlé dans la dernière émission, puisque là ça concerne la soirée de demain. Le Ciné-Club Jean Vigo diffuse L'As de pique de Milos Forman, donc le jeudi 5 février à partir de 20h au centre Rabelais, donc au niveau de l'esplanade, et ça c'est une info purement montpelliéraine. Côté conseil, on va enchaîner avec Marina qui avait un conseil à propos d'un livre, il me semble. Un conseil, un livre sur lequel je travaille, avec lequel je travaille en ce moment, donc Culture Geek de David Perron, que je salue d'ailleurs parce que je sais qu'il va nous écouter, parce que je lui ai donné le lien et qu'il va faire partager à tout le monde dans toute la France, qui donc a fait sa thèse sur l'émergence de la culture geek. Et donc c'est un livre très très intéressant puisque c'est le seul en France qui a fait une thèse sur la mouvance geek, sur qu'est-ce que c'est que cette culture qui depuis les années 2000 commence à émerger dans tous les sens. Et voilà, donc c'était juste un petit conseil lecture qui est très très facile à lire et qui est donc tiré de sa thèse, la construction sociale d'une sous-culture, l'exemple de la culture geek. Voilà. Tu peux rappeler le titre exact du livre ? Culture Geek. Bon, voilà. C'est pas plus simple. Si tu pouvais continuer comme ça, David, c'est parfait. Moi, ça va être rapide. Et juste un conseil télé, comme on a fait la dernière fois. Il y a ce soir, en fait, sur France 4, vous avez 99 francs qui est diffusé. Et puis, il me semble qu'il y avait aussi... Il y a Détachement juste après, il me semble. Non, c'est pas ça ?
avec Adrien Brody. Je pensais l'avoir vu. Je sais pas. Mais il me semble qu'il y a 2001 aussi qui est diffusé sur une chaîne un peu. Je sais plus laquelle, mais genre Ciné Plus, enfin un truc, une petite chaîne du câble. Enfin, si vous avez une Freebox ou quoi, que vous la capterez, je sais pas. Mais voilà, il y a 2001 qui passe à la télé et 99 francs. Donc voilà pour les conseils de la semaine. Non, pas de conseils pour cette semaine, pas spécialement. Ouais. Donc bon bah voilà, je pense qu'on arrive au terme de notre émission. Donc voilà, la semaine prochaine on vous parlera de It Follows que beaucoup de l'équipe ont vu à Cannes. Et qui a gagné le Grand Prix de Gérard Armand, donc ça promet ça d'être un très très bon film. J'ai vu les critiques presse sur Allociné, waouh quoi. Je peux déjà m'avancer en te disant que c'était mon coup de cœur de Cannes quand je suis revenu de Cannes. Donc ça, encore là une très grande surprise. Et on parlera aussi de Franck et de Jupiter Ascending. Alors je ne connais pas le nom en français parce que le nom en français est ridicule. Le destin de l'univers ou quelque chose comme ça. Le destin de l'univers. Alors je vais regarder qui c'est qui a distribué le truc parce que ça sent la daube un peu comme John Carter au niveau de la distribution là. Mais voilà, c'est le dernier film des frères Wachowski qui a l'air vraiment très très bon. Des Wachowski tout court. Oui, c'est bon. T'as jamais vu que c'est le masculin qui l'emporte. Donc même si y en a un des deux qui est devenu une femme, on dira toujours les frères Wachowski. Donc voilà, la semaine prochaine, It Follows, Franck et on va dire Jupiter Ascending, le titre américain. Donc merci à vous d'être venus pour parler des films de cette semaine. Merci à vous de nous suivre chaque semaine sur Radio Campus Montpellier. On vous rappelle que les podcasts sont toujours disponibles sur Mixcloud et que désormais on est disponible sur YouTube. On vous partagera les liens et la chaîne YouTube où vous pouvez réécouter les émissions par fragments. On vous les mettra sur la page Facebook de l'émission. Donc le cinéma nous appartient 102.2 FM, le titre exact de la page. Merci d'ailleurs à vous tous, vous êtes de plus en plus nombreux sur la page et à interagir, donc c'est cool. Et donc voilà, je vous dis à la semaine prochaine et on va se quitter avec le titre Reload de Sébastien Ingrosso et Tommy Trash, titre qu'on entend dans Snowthérapie, justement dans le bar d'altitude. Voilà. Bonne soirée à vous tous et à la semaine prochaine.